Donc aujourd'hui, on propose un atelier. J'ai la voix cassée, hein. C'est l'hiver. On propose un atelier avec Pauline. Donc Pauline, elle est résidente de la maison de Joom. Ça veut dire qu'elle a son bureau en permanence ici, au dernier étage à la maison. Donc, où elle travaille quotidiennement. Voilà, je suis là si quelqu'un veut me rejoindre, c'est un bureau partagé. Exactement, c'est un bureau partagé, la place si vous voulez venir. Et donc en fait, comme pour nous ce qui est important, c'est de créer une synergie à la fois avec nos membres et puis aussi, et surtout avec nos résidentes qui sont là tout le temps avec nous, on a décidé de créer des petits ateliers en fait de partenariat, donc dans lesquels on diffuse auprès de nos communautés respectives l'information de ces ateliers-là qui sont gratuits, ouverts à toutes et à tous, et donc dans lesquels on propose des thématiques qui sont susceptibles d'intéresser le maximum de personnes. Donc Pauline, elle va se présenter tout à l'heure, mais elle fait du SEO. Et donc on s'est dit qu'effectivement, comme nous, on accompagne chez Joom les carrières féminines, l'entrepreneuriat féminin, et évidemment, ça faisait tout son sens de faire un atelier ensemble sur la thématique du SEO sur cette année. Et puis en lien avec ça, Pauline, du coup, elle accompagne après sur un plus long terme. Donc cet atelier, c'est aussi l'idée d'un lancement. Si vous voulez ensuite avoir une continuité d'accompagnement avec Pauline, c'est possible. Elle vous explique comment ça tout vous explique. Voilà. Aujourd'hui, donc, en fait, on a limité les places parce que, comme vous le voyez, la salle, elle est à sa capacité maximum. Donc, on ne pouvait plus accueillir de personnes. Donc, on a mis l'atelier était complet. Et donc, pour les personnes qui ne peuvent pas y assister, c'est pour ça que c'est filmé aujourd'hui. Et donc, ce sera disponible en replay sur notre site et sur le site de Pauline. Qui n'existe pas encore, c'est ça. Voilà. On attendait ça sur le vote et puis on verra bien. Voilà, donc merci infiniment Pauline pour ta préparation. Et puis je vous souhaite un très très bon atelier. Et pour celles que je reverrai ce soir, à tout à l'heure pour le Vision Board. Voilà, à tout à l'heure. Merci pour le coup. Bon atelier. Merci Julia. Bon du coup on va pouvoir démarrer. Donc aujourd'hui, faire décoller son business en 2025 grâce au référencement Google. J'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous connaissez de près ou de loin le sujet du SEO. L'objectif aujourd'hui, ça va être de rebalayer les bases du SEO et de vous donner des premières clés en fait à appliquer directement sur vos propres sites ou sur vos sites à venir. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même prendre le temps de me présenter un petit peu pour celles qui ne me connaissent pas ou pas encore assez. Donc comme Julia l'a dit, moi je suis résidente de la maison de Joom, je suis au dernier étage donc depuis le mois de septembre. Sinon, dans ma vie antérieure, j'ai travaillé chez l'annonceur dans une PME qui faisait de l'extension de la rénovation pour le particulier et j'étais au service marketing. Je m'occupais notamment de l'ensemble des leviers d'acquisition. Donc là, je vous parle avec des mots un peu compliqués, mais en fait, derrière, c'est quoi? C'est la gestion des réseaux sociaux, c'est le référencement naturel, le référencement payant, tout ce qui était emailing, communication interne. Et puis, après 6 ans d'expérience du coup dans cette entreprise, j'ai travaillé en agence de communication digitale pendant 2 ans et me voilà aujourd'hui à mon compte depuis 2 ans également. Parce que du coup dans ma dernière expérience, on proposait de la création de sites internet pour les TPE et PME. Et la problématique principale de cette entreprise, c'est qu'elle ne proposait pas de référencement naturel. Ce qui est problématique, puisque aujourd'hui, si on a un site internet et qu'on ne travaille pas cet aspect-là, on a un site qui est super beau, très fonctionnel, mais qui n'est pas visible ou pas auprès de la bonne cible. Donc du coup, sachant ça, c'était un petit peu compliqué pour moi de continuer dans cette entreprise, qui avait certes des qualités, mais pas toutes. Et donc je me suis lancée à mon compte avec l'idée d'accompagner essentiellement les indépendants et les TPE, parce qu'il y a un vrai besoin pour ces entreprises qui se lancent et qui ont besoin d'un booster au démarrage de leur activité. Et je vais respirer parce que je suis stressée. Je commence à avoir chaud. Ça vous fera une petite... Ouais. Vous parlez de référencement naturel, qu'est-ce que c'est? Alors justement, on va y venir. Très bien. Ça va être l'objet de toute la première partie. Et donc du coup, le référencement naturel ou le référencement sur Google, donc le fait d'être bien positionné dans les moteurs de recherche, c'est jusqu'à présent quelque chose qu'on associait plutôt aux grands comptes et qu'on croyait réservé entre guillemets pour une élite. Sauf qu'aujourd'hui, le référencement, c'est quelque chose qui est un incontournable pour tout le monde. Et l'idée, dans mes solutions, ça a été de proposer justement des solutions adaptées
d'un point de vue budgétaire, mais aussi d'un point de vue de la méthode de travail aux petites structures. Donc voilà pour ma petite présentation. Mes services, du coup, ça se découpe en deux parties. Première partie, il y a des personnes qui ont déjà un site. Donc dans ce cas-là, on va travailler à l'améliorer pour le rendre plus visible sur les moteurs de recherche. Donc il y a plusieurs types de prestations possibles, on aura le temps d'y revenir. Et puis il y a ceux qui n'ont pas de site. Alors moi, je ne suis pas créatrice de site web, mais je m'associe à des personnes dans ces métiers. Et on va créer ensemble une synergie pour pouvoir justement proposer un site web qui sera beau, fonctionnel, sécurisé, et puis performant. Merci. Je vais vous donner la parole, comme ça va me détendre un peu. On va faire un petit tour de table rapide, parce que quand même on est assez nombreuses et le but c'est qu'on rentre dans le vif du sujet assez rapidement. Mais ce que j'aimerais bien savoir rapidement, c'est le prénom pour celles qui ne se connaissent pas, votre activité, si vous avez déjà un site internet, et puis où est-ce que vous en êtes d'un point de vue SEO. Est-ce que c'est tout nouveau, pour certaines peut-être, ou est-ce que vous avez déjà commencé à essayer d'amorcer des choses? Qui veut commencer? Oui, moi je suis Adeline, je suis naturopathe. Mon site internet est en cours de création. Du coup, je suis, point de vue SEO, j'ai fait un peu quelques recherches sur j'ai une notion de mots-clés qui doivent apparaître dans le site pour être bien référencés, mais voilà, j'ai mis pour en savoir plus et savoir quels mots-clés. Du coup, on peut se tutoyer? Ah oui, carrément. Ouais. Du coup, le site, tu le crées par toi-même ou tu es accompagné? Alors, je le crée plus ou moins par moi-même. C'est mon frère qui m'accompagne. Mais... Ok, souvent on a des proches effectivement qui bidouillent un peu. C'est ça. Ok, ça marche. On est dans ce schéma-là. Ok, super, merci. Très bien. Moi c'est Véronique, je suis conseillère en images et relooking et je n'ai pas de site internet, donc j'aimerais bien en avoir un et je n'ai personne, moi, qui m'accompagne. T'as ton frère, je te prête bien si tu veux. Je suis contente d'être là aujourd'hui et d'en savoir plus. Parfait. C'est le bon moment du coup, quand on est dans une démarche de création de site web, de penser au référencement. Parce que la problématique, sinon, ça va être de créer un site et ensuite de devoir le défaire pour le réadapter. Donc du coup, c'est pas grave, mais quand on est dans une démarche de création, il vaut mieux le penser dès le départ. Ok, c'est Nathalie, moi je suis réflexologue plantaire. Je n'ai pas de site internet, j'ai une page Google et je suis sur les réseaux. Et en parlant de SEO, est-ce que ça peut permettre aussi, et pour l'instant j'ai pas l'intention d'avoir un site internet parce que la réflexologie n'est pas mon métier premier. D'accord. En revanche, il faut aller chercher du client. C'est un complément d'activité? C'est un complément d'activité pour le moment. Donc, est-ce que le SEO s'applique aussi aux réseaux sociaux et cette fameuse page Google My Business? Le référencement, effectivement, il y a le référencement sur Google, donc notamment la fiche et établissement Google My Business, on va y revenir. Et après, sur chaque réseau social, il y a un peu des techniques de référencement qui sont souvent à peu près les mêmes, mais il y a des spécificités sur certains réseaux sociaux qui sont plus des moteurs de recherche que d'autres. Par exemple, TikTok, c'est clairement un moteur de recherche en tant que tel, là où Instagram, on voit bien quand on fait une recherche dans la barre de recherche, c'est beaucoup moins qualitatif. Donc le référencement, il peut effectivement s'appliquer sur Google, c'est le gros du sujet, et puis aussi sur tous les autres moteurs de recherche. Alors moi je m'appelle Jessica, je suis thérapeute familiale, de couple et individuelle. Donc j'ai un site internet que j'ai fait avec mes petites mains avec Wix. J'y suis retournée plein de fois pour le modifier, donc ça va à peu près. Par contre, en termes de référencement, je pense que je suis très mauvais parce que je demande à chaque fois à mes patients d'où ils m'ont connue et c'est arrivé qu'une fois qu'on me parle de moi. Et donc cette fois-là, j'étais super contente. Donc, du coup, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux plutôt? J'ai commencé les réseaux sociaux et j'avoue, j'y vais pas assez. Google, j'ai essayé de mettre des mots-clés. J'ai eu un souci parce que comme j'ai un cabinet, à une adresse où il y a d'autres professionnels, ils me disent ben non, l'adresse est déjà occupée par quelqu'un. Donc à un moment donné, j'ai un peu lâché. Quand je me suis dit, il faut que je m'y remette, il y avait cet atelier, je dis, je fais rien et je vais aller. Bon, parfait. Du coup, c'est plutôt le bouche à oreille qui fonctionne aujourd'hui, qui amène la majorité des clients. Oui, et puis pas tant que ça. Donc oui, l'objectif, c'est vraiment de se faire connaître et par le biais d'un site que j'ai fait et que je paye. Donc c'est bête que personne aille dessus. Tout à fait. Ok, parfaite alignement de planète. C'est ça. Moi c'est Marie-Ève, je suis créatrice de mode, j'ai une marque qui s'appelle Blonde et les Fringues, qui a un site internet, et j'ai aussi une boutique de créateurs qui s'appelle Un Monde de Blonde, qui a aussi son propre site internet, donc j'en ai deux, que j'ai fait sur Wix aussi toute seule.
Bon, les sites commencent à dater un peu parce qu'il y en a un qui a 7 ans et demi et l'autre qui a 5 ans. Mhm. J'ai fait quelques petits trucs aussi parce que sur Wix, il y a quand même pas mal de choses qui sont assez claires, je trouve, et où en fait on peut suivre les étapes. Mais je sais que je suis pas du tout opérationnelle. Sur ce plan-là. Ouais, je peux quand même C'est pas grave. faire mieux. Voilà. C'est le cas de beaucoup de personnes. Oui. Ok, merci. Bonjour, moi je suis Anne, je suis astrologue et alors j'ai créé un site avec MailerLite. En fait, c'est une personne qui m'avait conseillé ça. Mhm. Bon, j'en suis satisfaite, mais par contre, je pense que pour ce qui est du référencement, il y a vraiment des améliorations à faire. Ok, bon bah super. Merci. Armelle Rakotomalala, j'ai créé mon entreprise récemment en tant qu'assistante maîtrise d'ouvrage. J'ai un site internet, donc tout récent, que j'ai fait faire. J'avoue que je ne me suis pas du tout posé la question du référencement. C'était pas dans les sujets lors de la création. Donc je viens pour voir un peu ce que tu proposes. Ce que ça peut apporter, effectivement. Qu'est-ce que Déjà ça peut comprendre apporter. pourquoi on a envie Voilà. de travailler cet aspect-là. Voilà, le site internet, moi je l'ai créé parce que une fois que j'aurais vu mes clients, s'ils avaient d'autres questions sur mes missions, c'est-à-dire qu'ils ont déjà mon adresse. C'est ça. Voilà. Là, l'idée, ça va être de prendre le problème dans l'autre sens. C'est comment on fait venir des gens qui ne connaissent pas Donc, je sur trouve notre site. Ah ben c'est Bon, génial bah, parce parfait. que voilà, je suis prête. Bon, bah, nickel. Samantha? Moi, c'est ça. Donc, je suis directrice et professeure de danse. J'ai aussi fait mon petit site internet sur Wix. À l'époque, j'en avais fait un sur WordPress, mais j'ai changé pour Wix. Je crois que je suis bien référencée sur Google, mais je sais pas pourquoi. On peut avoir des bonnes pratiques sans le savoir. Exactement, c'est ça. Ok. Donc voilà. Bon, après, je suis aussi très présente sur les réseaux, donc voilà. ça joue. Mais, voilà, donc je viens d'avoir quelques conseils. Super. Donc moi Aurélie, je suis opticienne à domicile. Donc moi j'ai pas de site internet propre, mais l'enseigne en fait a un site internet général. Donc voilà, je veux un petit peu comprendre tout ça pour si un jour je me mettais moi seule, pouvoir gérer un site internet et voir comment on peut être bien référencé sans avoir une enseigne derrière forcément. Ok, ça marche. Ouais, effectivement, là, il y a une notion de dépendance entre guillemets. Voilà. On n'a pas la main sur le site. C'est ça. Il y a, j'imagine, des pages locales pour. Alors voilà, rendre je les gère ma seniors. page Facebook entre guillemets, la page sur le site internet aussi. On peut Ok. ramener des choses par nous-mêmes, mais c'est vrai qu'on n'est pas indépendant à ce niveau-là. Ouais, ok, ça marche. Super. Donc Caroline, moi je travaille pour une marque de cosmétiques naturels d'origine corse. Donc c'est comme Aurélie, la marque a un site internet, mais voilà, il ne dépend pas de moi directement. Après j'ai un compte Instagram. Voilà, ça serait bien que j'ai un peu plus de visibilité sur les réseaux, quoi. Ok, très bien. On parlera beaucoup pour toi, je pense, de la fiche Google My Business qui pourrait être créée en local. Et puis après, des suggestions d'amélioration sur le site de la marque. Ça peut être intéressant aussi. Carrément, ouais. Ok. Bonjour, donc Mathilde, moi je pratique l'ostéocrânien et l'hypnose. Je suis installée depuis quasiment un an. Donc mon site internet, en fait, je l'ai créé en partenariat avec la Maison des professions libérales. Ok. Voilà, quand on est en création d'entreprise, c'est proposé gratuitement. Super. Donc c'est assez intéressant. Et puis après, ils gèrent. Au niveau de l'arborescence, c'est facile. Et puis j'ai créé ma fiche Google et l'établissement également, rien que pour avoir des commentaires. Exactement. Parce que voilà, Très ça bon peut monter réflexe. aussi. J'avais fait une intervention avec Niort Info qui aide aussi au niveau du référencement après sur Google, parce qu'en fait ils mettent des mots-clés et quand on vous cherche, on vous trouve plus facilement. Donc voilà, donc j'aimerais quand même me faire connaître encore un petit peu plus dans ma pratique. Comprendre un peu peut-être mieux le fonctionnement même du référencement pour pouvoir être plus à l'aise dans. C'est ça, puis dans en l'application. ostéocrânien, c'est quelque chose qui se fait peu et les gens ne connaissent pas, donc rien que pour ça en fait. C'est là où ça sera intéressant de se rendre visible effectivement auprès de personnes qui ne connaissent pas cette thématique, mais qui peuvent avoir pour autant des problématiques très, très communes. Ouais, tu vois, c'est bien parce qu'à un moment donné, j'ai cherché quelqu'un et je n'ai pas trouvé. Bah oui. Maintenant, je suis là. Il y avait peut-être ça aussi. J'ai réagi. J'ai entendu. Ok, merci. Donc moi c'est Aurélie, je suis photographe spécialisée dans les photos intimes pour les femmes, travailler le rapport au corps et pour les couples, pimenter un peu le quotidien. Et j'ai un site internet
j'utilise un plugin sur WordPress pour m'aider à travailler le SEO. Mhm. Mais du coup, moi, mes interrogations seraient plutôt sur le long terme, une fois qu'on pense que c'est pas mal comme ça, comment on fait pour quand même continuer à booster son site. Ok, super. Effectivement, le SEO, c'est malheureusement pas quelque chose qu'on fait à l'instant T, puis après, merci, au revoir. C'est quelque chose qui va se travailler sur le long terme et tout le long de la vie du site. Donc, on va justement parler de comment on fait pour trouver des astuces pour avoir régulièrement du contenu ou de la mise à jour de contenu. Merci. Donc moi c'est Sonia, donc je tiens un salon de coiffure. J'ai un site internet via une plateforme, enfin via un logiciel en fait, qui me correspond. Enfin, ouais, il y a un axe d'amélioration à avoir pour que ce soit complètement aligné avec moi. Donc ça c'est une vraie question en fait, si je reste via ce logiciel ou si je sais faire un site indépendant. Donc là je suis effectivement venue pour voir s'il y a des axes d'amélioration par rapport Super. à ce que moi je pense. Ok, le manque d'alignement, c'est plutôt d'un point de vue graphique. Ouais, et on est limité en fait. Ok. Tu vois, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a plein de choses qui bloquent du coup. Ok, effectivement, on verra. On n'aura pas forcément le temps de rentrer dans tous les outils qui existent, mais il y a des plateformes de création de sites internet qui vont être plus adaptées à travailler le référencement naturel. Vous avez beaucoup parlé notamment de Wix. Wix, c'est un outil qui est super d'un point de vue intuitivité. Pour créer des web designs sympas. Par contre, d'un point de vue SEO, il s'améliore avec le temps évidemment, mais ça va causer des problématiques, notamment d'un point de vue technique, avec des vitesses de chargement qui sont très lentes. Et ça, souvent, Google n'aime pas trop. Donc, il y a effectivement, souvent, WordPress, c'est un peu le leader du marché, mais aussi parce que sur ce plan-là, il offre des performances techniques qui sont plus poussées que d'autres solutions. Ok, merci. Moi, je m'appelle Marine, je suis naturopathe et formatrice autour du bien-être en entreprise auprès des collectivités. J'ai un site internet que j'ai fait avec WordPress. Alors c'est vraiment un sujet que je n'aime pas. On a le droit. Mais je comprends bien la pertinence pour le développement de l'activité. Le CEO, j'en ai entendu parler, j'ai essayé de le mettre sur mon site. Après, moi, alors j'ai une fiche Google, donc ça c'est ok, mais le site, bizarrement, c'est pas les gens de New York qui me trouvent, donc je sais pas ce que souvent, quand c'est des gens qui me contactent et qui auraient trouvé mon site internet, quand je leur demande, c'est vraiment pas du tout des gens de New York. C'est quand même des gens dans la région ou pas non. du tout? Ça tombe bien parce que je fais du visio. Oui, donc, non mais c'est intéressant. Il n'y a pas de problème, mais j'ai pas de gens de New York par rapport à mon site internet. Donc il doit quand même y avoir des choses à retravailler. Alors, ils peuvent venir de ton site internet, mais être à l'origine venus de tes réseaux sociaux. Ça peut être une piste aussi. Peut-être. Ou alors tu es super bien positionné sur un mot-clé qu'on n'a pas encore identifié. Et du coup, tu apparais très très bien sur ce mot-clé qui pourrait être un mot-clé très spécifique. Ouais, peut-être par rapport à un blog, justement. Ouais, choses comme exactement. Ça. Donc voilà, je suis prête à Ok, bon, super, merci. Et il nous reste 3 personnes, et après, on va pouvoir y aller quand même. Moi, je m'appelle Elsa, je suis consultante en parentalité et doula sur Niort. J'ai effectivement un site internet que j'ai fait toute seule en one shot, cadeau d'anniversaire, faire son site internet. Voilà, super. Mon objectif. C'est un beau cadeau. Je n'ai pas cette chance. Pour le coup, en CEO, je pense que je me suis un petit peu bien débrouillée parce que effectivement les personnes qui viennent me voir me disent qu'ils me trouvent par mon site internet. Très bien. Mais je n'ai rien fait depuis 1 an dessus, donc je pense que je suis en train de disparaître. Voilà. Faut être vigilante. Donc tu as bien fait de venir. Voilà. Donc, je fais une remise à niveau. Très bien. Justine, moi je suis en création d'entreprise, je suis en train d'ouvrir une boutique sur l'espace Mendes France, une épicerie fine. Donc on est en plein là dans les créations réseaux sociaux et sites internet. J'avais créé le site internet de mon mari via Wix, c'est un peu comme Samantha, par on ne sait quel miracle, on a un référencement qui est plutôt pas trop mal. Okay. Je lui ai pas dit comme ça, il garde en haute estime, donc c'est très bien. Voilà, mais c'est avoir le nez fin. Voilà, mais pour le coup, on va reprendre les bases pour moi parce que je sais pas si le miracle opérera une deuxième fois. Voilà. Ok, bah super.
Bonjour, je m'appelle Marie-Anaïs, je suis professeure de yoga sur Niort depuis 2 ans. J'ai un site internet, je me suis fait aider pour le faire par une professionnelle qui m'a aidée donc, sur WordPress. Et elle m'a aidée juste à la création et maintenant c'est à moi de le faire vivre et c'est un peu compliqué même si je suis 4e dans le référencement. Je vais être première mais, mais voilà, c'est difficile de trouver les bons mots-clés et donc c'est pour ça que je viens. Ok, bon, le sujet de mots-clés revient souvent, donc on va effectivement beaucoup en parler. Bon, super, merci beaucoup. Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, simplement un rappel du programme du jour. Donc, comprendre les bases du référencement. On va revenir sur de la définition basique, et puis on va comprendre un petit peu quels sont les piliers fondamentaux du SEO. On va s'intéresser aussi aux tendances du SEO en 2025. Alors, il n'y a pas de grosse révolution, néanmoins, il y a quand même des choses qui bougent, et du coup, c'est toujours intéressant de rester au fait. On va parler des erreurs fréquentes qu'on peut commettre justement sur son site, par méconnaissance tout simplement. Et puis surtout, vous allez pouvoir repartir avec plein de conseils pratiques applicables directement sur vos sites ou sur vos futurs sites, en tout cas des bonnes pratiques. Donc du coup, les bases du référencement. Première chose, une définition, le référencement naturel, qu'on appelle aussi SEO, je vous passerai la version en anglais, je vous laisse la lire tout simplement. C'est une stratégie marketing qui vise à améliorer la visibilité d'un site internet sur un moteur de recherche. Donc on parle vraiment de stratégie marketing dans le sens où c'est un arbitrage qu'on va faire dans une stratégie de communication, de visibilité. On pourrait se dire j'investis sur les réseaux sociaux à fond et je ne fais que ça, c'est une stratégie tout à fait respectable. Et on peut se dire aussi j'investis à fond sur le référencement naturel et du coup on va voir pourquoi c'est intéressant. Souvent, comme je vous le disais, on résume le référencement naturel au référencement sur Google parce que tout simplement c'est le moteur de recherche leader du marché, donc je vous ai mis des petits chiffres en dessous. Donc la part de marché desktop ça veut dire sur ordinateur, pour Google elle est de 81%, c'est-à-dire que 80% des personnes qui naviguent sur ordinateur utilisent Google pour leur recherche. Et sur mobile, alors là c'est carrément encore plus marqué, la part de marché mobile elle est de 96%. Donc en gros quasiment tout le monde aujourd'hui quand il fait une recherche sur son téléphone utilise Google. Sachant que je vous ai mis un petit chiffre juste à côté, aujourd'hui il y a 2 personnes sur 3 qui naviguent justement sur leur téléphone. Voilà pourquoi il est important de se concentrer en priorité sur le référencement sur Google. Et après, effectivement, il y a plein d'autres référencements. On parle de référencement sur YouTube, sur TikTok. En fait, on peut se référencer sur n'importe quel outil qui présente un moteur de recherche. Je vous ai fait une petite photo. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais je vais vous l'expliquer. On fait parfois l'amalgame entre référencement payant et référencement naturel. Le référencement naturel, c'est quand on effectue une recherche sur un moteur de recherche et que, alors du coup, je vais me mettre juste là, c'est cet exemple-là. Le référencement naturel, c'est les résultats qui apparaissent spontanément dans le moteur de recherche. A l'inverse, le référencement payant, donc là c'est un autre fonctionnement, c'est un système d'enchères, en gros c'est de la dépense publicitaire, où là du coup on va pouvoir apparaître avant les résultats naturels, mais par contre la petite différence que vous verrez désormais quand vous ferez votre recherche, c'est qu'il y a une petite mention sponsorisée. Donc on ne confond pas le référencement payant et le référencement naturel. Nous, aujourd'hui, on parle essentiellement du référencement naturel, tout simplement parce que c'est ma spécialité. Et aussi parce que, on va le voir juste après, c'est quelque chose qui est plus intéressant sur le long terme. Est-ce que je peux poser Oui, bien sûr. Est-ce que du coup, le fait d'avoir ce référencement payant booste le référencement naturel de cette même entreprise? Effectivement. Alors, on n'a pas les chiffres, puisque Google, derrière, c'est un algorithme qui est assez abstrait, dont on n'a pas la connaissance. Mais effectivement, on sait que quand on a de la dépense publicitaire, ça vient participer, en tout cas, ça a un impact positif sur le référencement naturel. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, mais ça peut avoir un impact positif. Alors maintenant, comment fonctionne le référencement naturel? Déjà, on va parler d'une première chose, c'est d'une stratégie de mots-clés. Vous avez tout à peu près évoqué le terme mots-clés. En fait, l'idée, la première étape, c'est de se demander sur quel mot-clé j'ai envie de me référencer. Marie-Anaïs disait tout à l'heure, j'ai envie d'être première sur Google. Alors c'est super d'être première. Alors sur quel mot-clé? Professeur de yoga, cours de yoga, professeur yoga Niort, hatha yoga. Bref, vous l'avez compris, il y a plein de formulations possibles.
Donc la première étape, et c'est ce qui va guider ensuite tout votre travail d'optimisation de votre site, c'est déjà de faire un gros point sur quels mots-clés j'ai envie de me positionner. On va revenir un petit peu après sur justement quels peuvent être les mots-clés. Une fois qu'on sait sur quels mots-clés il est pertinent pour nous d'être référencés sur Google, on va travailler sur notre site au travers de 3 piliers fondamentaux. On va appeler le pilier contenu, le pilier technique et le pilier popularité. Le pilier contenu, c'est assez simple finalement, c'est le contenu qu'il y a sur notre site. Donc, est-ce qu'il est riche, sémantiquement parlant, comment il est organisé au niveau de l'arborescence, comment les pages sont rédigées. Le pilier technique, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ça va être tout ce qui est expérience utilisateur. Est-ce que votre site est confortable à la navigation? Est-ce qu'il est bien adapté aux différents supports? On parlait de mobile tout à l'heure. Est-ce que votre site il est fonctionnel sur mobile autant que sur ordinateur? Ça va être intéressant de voir ce point-là. Est-ce qu'il est sécurisé? Est-ce qu'il charge vite? Et puis est-ce que techniquement il est bien balisé? Et puis il y a un dernier pilier qui lui pour le coup sort un petit peu de votre site parce que c'est tout ce qui va se passer en dehors de votre site mais qui va lui permettre de le rendre visible. C'est un petit peu le bouche à oreille numérique. Qui parle de vous sur le web? Donc, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être effectivement sur la fiche Google Business Profile, les avis clients. En gros, c'est quelle est votre autorité sur Google vis-à-vis de tous ceux qui peuvent parler de vous. Forcément, si vous n'avez pas d'avis, si vous n'êtes référencé sur aucun site, annuaire par exemple, et si vous ne publiez pas sur les réseaux sociaux, du coup c'est un point négatif dans votre référencement, puisque du coup le pilier popularité ne sera pas bien travaillé. Donc du coup, si je reprends les étapes, on travaille bien sa stratégie de mots-clés, on sait où on va. Ensuite, on travaille correctement son contenu, on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur technique qui bloque l'efficacité du site. Et puis ensuite, on essaye de se rendre visible en dehors de notre site. En tout cas, on essaye de rendre notre site plus visible. On va voir comment on fait tout ça. Avant de voir comment, on va s'intéresser au pourquoi travailler son SEO. Le SEO, c'est bénéficier d'une nouvelle source de trafic. Mais effectivement, là, il y en a beaucoup qui m'ont dit aujourd'hui, je suis présente sur les réseaux, voilà, je fais des choses. Votre site, il peut exister. Si vous faites des publications régulières sur vos réseaux sociaux et que vous faites des liens de vos réseaux sociaux vers votre site, effectivement, il y a du trafic, des visiteurs qui viennent des réseaux sociaux et qui arrivent sur votre site. Ça, c'est une première source de trafic. Le référencement naturel, le fait d'apparaître dans le moteur de recherche, c'est une nouvelle source, c'est une source supplémentaire. L'avantage du référencement naturel, c'est qu'effectivement, on va se montrer auprès de gens qui ne nous connaissent pas forcément. Alors que sur les réseaux sociaux, on se rend visible auprès de personnes qui nous suivent déjà ou ont vu passer une publication nous concernant. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Google, l'objectif, c'est ce qu'on appelle le top 10. En gros, c'est d'être positionné sur la première page de résultats du moteur de recherche. Vous le voyez bien quand vous faites une navigation, vous cliquez sur le premier résultat, allez peut-être le deuxième, le troisième. Et c'est exactement ce qu'on voit ici en fait. 70%, 75% même du trafic, il est dirigé vers les 3 premiers résultats. Donc comme Marie-Anaïs disait tout à l'heure, j'ai envie d'être numéro 1. Numéro 1 c'est 32% du trafic. Numéro 2 c'est 25 en moyenne. Numéro 3 c'est 19. Et puis après on descend. Et en toute fin de première page, on arrive à 3%. Et donc vous imaginez bien en page 2, page 3, on est invisible en fait. Ensuite, le SEO, c'est se démarquer de la concurrence, parce que je vous le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs, en tout cas les entreprises qui se lancent ou les entreprises récentes, elles ont compris, et d'ailleurs c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, mais elles ont compris en fait l'intérêt d'être présentes sur le web. Aujourd'hui, quand on crée sa boîte, on se dit assez rapidement, il faut que je sois sur les réseaux, faut que j'ai un site internet, faut que je fasse des emails réguliers à mes clients potentiels, etc. Il y a une époque, avoir un site internet, c'était déjà un élément de différenciation, c'était déjà une forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, tout le monde a un site internet, ou presque, j'en suis la preuve. Tout le monde a un site internet, ou presque, en tout cas. Tout le monde a conscience de l'importance que ça a. Par contre, tout le monde n'a pas encore conscience, du moins dans les petites structures, de l'importance du référencement naturel. J'aurais fait cet atelier il y a 5 ans, il n'y aurait eu personne. Parce que personne ne connaissait le référencement naturel. Personne ne parlait de SEO, à part dans les grandes sociétés, les grands groupes, les PME
et c'est à peu près tout. Aujourd'hui, la salle est pleine. Donc ça veut dire que le sujet, vous le connaissez un petit peu, de près ou de loin. Mais voilà, aujourd'hui, travailler son SEO, c'est donc aussi se démarquer de vos petits concurrents qui n'ont pas justement encore fait ce pas. C'est aussi avoir un meilleur retour sur investissement. Combien de personnes m'ont dit voilà, j'ai créé un site, c'est super, ça m'a coûté tant, plusieurs milliers parfois, mais j'ai pas de retombées. Voilà, j'ai un super site, il me plaît, mais j'ai pas de formulaire de contact. Personne me contacte par le biais de mon site. Voilà, l'idée c'est justement d'avoir un site, de pouvoir créer un site qui soit esthétique, qui soit intéressant, c'est-à-dire que vous allez livrer toutes les informations que vous avez à livrer, mais surtout qui soit visible et performant. Quand on fait par soi-même, on investit du temps, j'ai envie de dire ça va. Quand on investit financièrement dans la création d'un site web, c'est vraiment dommage de ne pas avoir tout le potentiel de ce qu'il pourrait offrir en ayant justement bien travaillé son référencement. Et puis on en parlait, le SEO, dernière étape, c'est être récompensé sur le long terme. Si j'oppose le SEO à d'autres sources de trafic, par exemple les réseaux sociaux, si demain vous arrêtez de publier sur les réseaux sociaux pour une raison X ou Y, et du coup il n'y aura plus de trafic vers votre site. Si, comme Elsa, pendant un an vous arrêtez de publier sur votre site, votre site il ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il garde une visibilité. Effectivement, au bout d'un moment, il va commencer à être de moins en moins visible, mais ça met du temps. Donc quand vous travaillez le référencement naturel, vous travaillez votre visibilité, pas à l'instant T, mais sur plusieurs mois, plusieurs années. Sur les réseaux sociaux, si à un moment ça vous barbe, ou à un moment vous êtes en arrêt maladie, vous n'avez plus le temps de publier, vous disparaissez. Le référencement payant, ça fonctionne un peu pareil. Si vous faites des enchères, voilà, vous faites des dépenses publicitaires sur cette source de trafic, c'est génial, ça peut fonctionner le temps que vous le faites. Et puis le jour où, pour des raisons budgétaires, tout simplement, on n'a plus les moyens d'investir sur le référencement payant, du coup on n'a plus d'annonces dans le moteur de recherche. Et c'est là où du coup, on est un peu coincé. Donc le référencement naturel, c'est quelque chose qui est lourd quand même à mettre en place, faut pas se le cacher. Mais c'est quelque chose qui offre l'avantage d'être efficace sur le long terme. Je vais vous montrer simplement une étude de cas et puis après on va rentrer concrètement dans des conseils pratiques. Là je vous montre l'exemple d'une cliente hypnothérapeute sur Paris. Donc hypnothérapeute à Paris, autant vous dire qu'il y a quand même pas mal de concurrence. Ça c'est sa courbe de trafic. Donc en fait j'ai commencé à l'accompagner en octobre 2023 et on voit doucement que, alors du coup les mises en ligne se sont faites qu'à partir de là, les évolutions sur son site. Et on voit doucement que c'est en train de progresser. On a effectivement là un gros creux qui est lié à une problématique technique, puisque son site, pour des raisons techniques, justement, je vous le disais, avait une problématique qui bloquait les robots de Google. Donc du coup, les robots de Google ne voyant plus le site, pouf, il disparaît. Et après, reprise de trafic, et puis là, ça explose. Donc en fait, si je prends cet exemple, c'est simplement pour vous montrer que investir sur le référencement, c'est avoir un impact direct sur le nombre de visiteurs que vous allez avoir sur votre site. Et surtout, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est d'avoir un impact direct sur votre business. C'est-à-dire, c'est super d'avoir des visiteurs, mais l'idée c'est de les convertir. Donc, j'ai pas le chiffre, malheureusement, j'aurais aimé vous le donner, mais je l'ai pas eu à temps. Cette cliente m'a dit, j'ai jamais eu autant de rendez-vous depuis que j'ai lancé mon activité. Et ça faisait 10 ans qu'elle était hypnothérapeute à Paris. Donc, c'est quand même une belle preuve de l'intérêt du référencement naturel pour ce type de structure, qui est une petite structure du coup, puisqu'elle est toute seule. Cette dame, on a réussi à obtenir une position 1, du coup sur un mot-clé hyper intéressant, hypnose, affirmation de soi. Et puis il y a une quarantaine de mots-clés sur lesquels elle est présente justement en page 1. Donc c'est ça qui offre cette visibilité. L'idée c'est de continuer à l'accompagner pour que son site soit encore plus visible et surtout sur encore plus de mots-clés. Quand tu dis une position 1 sur tel mot-clé, c'est qu'on peut avoir le détail et c'est possible d'avoir le détail. Tout à fait, et c'est ça qui va nous intéresser. C'est pour ça que du coup je vous disais, la priorité c'est de savoir sur quel mot-clé vous voulez vous positionner pour pouvoir ensuite mettre en place des actions pour vous rendre visible sur ce mot-clé. Et on peut avoir effectivement le détail avec la Google Search Console, donc c'est un petit outil de Google qu'on branche directement sur son site.
Et on peut savoir, bah voilà, position, sur tel mot-clé, je suis en position 1, 2, 3, 10, etc. Et quand tu parles de page 1, c'est la page... La page 1 dans le moteur de recherche. Donc si on revient à notre barre du moteur de recherche et tous les résultats qui s'affichent, bah après il y a un système de pagination, donc il y a 10 résultats par page. Et du coup la page 1 c'est les 10 premiers résultats dans Google. Voilà. Et ça signifie quoi, part du trafic SEO 83%? Alors la part du trafic SEO, ça veut dire qu'aujourd'hui, 83% des personnes qui viennent sur son site sont issues du référencement naturel. Et on n'a pas le taux de transformation après? Non, du coup, j'ai pas le taux de transformation, effectivement. Si j'avais eu le nombre de rendez-vous, j'aurais pu. Et c'est là où ça me manque un peu. Mais effectivement, ce qui serait intéressant, c'est de voir les conversions qu'il y a derrière. Et les clics, c'est journalier? Non, là c'est sur la période. Ça fonctionne. Les 7000 clics, là c'est sur la période du 1er octobre au 22 décembre. Oui, par exemple le 20 novembre. En date du 20 novembre, c'est le. Les 25-50, ça c'est par jour. C'est jour, ouais, journalier, effectivement. Tout à fait. Donc ouais, on a parfois entre 50 et 75 visites par jour, ce qui est quand même pas dégueu. Voilà. Donc, on va revenir sur le sujet des mots-clés, c'est ce qui me passionne, donc ça tombe bien. La première étape, je vous le disais, c'est se fixer les bons objectifs, savoir trouver, identifier ces mots-clés stratégiques. Il y a des outils qui nous permettent de nous aider justement à identifier les bons mots-clés. Je vous en ai mis 3 là en exemple. Sur la droite, donc Ubersuggest, SE Ranking, SEMrush. Mais avant de se jeter sur ces outils, moi souvent ce que je conseille, c'est de faire avec sa tête. C'est déjà de se poser 4 questions pour commencer à lister des mots-clés qui pourraient être intéressants de viser dans notre stratégie. Donc déjà, on va s'intéresser à qui je suis, quel est le métier que je fais. Donc là, j'ai pris par exemple le cas de Joom sur un service en particulier qui était le bilan de compétences. Bon bah voilà, je vais essayer de trouver toutes les formulations possibles pour parler du métier que je fais par rapport à ce service. Donc si je prends l'exemple de Joom, je suis consultant en bilan de compétences, je suis un organisme bilan de compétences, je suis un centre de bilan de compétences. Ça c'est des formulations possibles pour parler du métier que je fais. Ensuite, je vais reprendre une autre question. Quels sont les produits ou services que je propose? Voilà, je n'ai pas 1001 formulations parce que le terme bilan de compétences, aujourd'hui, il est très connu, très utilisé. Ce qui va être intéressant, sur d'autres métiers, ça sera de réfléchir aux produits-services que je propose, mais encore une fois, avec plusieurs formulations. Si je prends le sujet de l'hypnose, bah, je peux proposer des consultations en hypnose, je peux proposer un rendez-vous en hypnose, je peux proposer une séance d'hypnose. Bref, j'ai plein de formulations aussi possibles. Ouais, tu reprends toujours le même mot-clé, mais tu le formules différemment, c'est ça? Voilà, je vais essayer de trouver... toujours le même mot-clé. Alors, pas tout le temps. Pas tout le temps. On aurait pu parler de reconversion professionnelle, on aurait pu... Voilà, l'idée, ça va être de... Donc là, je vous ai pris l'exemple sur un service, et l'idée, ça va être de le dupliquer sur tout ce qu'on est capable d'offrir. Est-ce que tu as un nombre maximum de mots-clés, du coup? Alors, tout le monde me demande ça et moi je réponds toujours, je botte toujours en touche. En fait, l'idée, c'est de trouver toutes les formulations possibles qui existent, qui peuvent être tapées par les internautes. Sur certains métiers, il y aura 10 formulations possibles, sur d'autres, il n'y en aura qu'une. Donc, je ne peux pas te donner de chiffres à proprement parler, de limites. L'idée, c'est qu'on peut avoir souvent plusieurs centaines de mots-clés. Et après, évidemment, on va faire un tri. Nous, on va identifier celui et ceux qui sont les plus intéressants. Mais on a souvent un listing mots-clés qui va être très long parce que du coup on va avoir plein de formulations possibles. Ces formulations, on va pouvoir les associer ou non à une dimension locale. Là c'est vrai que je ne vous l'ai pas écrit mais je vous le dis à l'oral. On peut avoir des internautes qui vont taper bilan de compétences Niort. Ça c'est très utilisé. C'est ce qu'on va appeler des recherches locales. Et puis on va avoir des internautes qui vont taper bilan de compétences mais parce qu'ils sont géolocalisés à Niort, on va leur proposer des résultats locaux. Donc, ce qui sera intéressant aussi dans vos formulations, dans toutes les variantes que vous allez travailler, c'est d'avoir des variantes avec localité géographique et sans. Quand je dis localité géographique, c'est majoritairement la ville, mais on ira aussi regarder le département, la région, selon la zone géographique qu'on couvre. Et puis, selon la zone géographique dans laquelle on a aussi des zones géographiques qui ne sont pas
des régions administratives. Voilà, Poitou-Charentes n'existe plus, pour autant ça peut être encore tapé. Marais Poitevin, selon l'activité qu'on fait, c'est pas une zone géographique, pour autant ça peut être tapé. Donc l'idée c'est de réfléchir aussi à cette dimension locale. Ensuite, je vais réfléchir aux besoins auxquels je réponds. Donc là, effectivement, on retrouve à chaque fois bilan de compétences, mais je vous ai fait une liste très très courte de 3 variantes. Mais à quels besoins je réponds? Faire un bilan de compétences. Mais quand je dis faire, ça peut être réaliser, ça peut être participer à un bilan de compétences. Donc je vais essayer de chercher plein de verbes, plein de formulations. Il y a peut-être des sujets annexes qui vont venir. Faire un bilan de compétences avec le CPF, ça fait partie des problématiques qui peuvent revenir régulièrement. J'ai envie de faire un test de bilan de compétences. Donc là, encore une fois, on cherche un maximum de formulations. Et puis, on va ensuite se poser la question des questions qui peuvent être associées à cette thématique. Sur ce sujet particulièrement, évidemment, il y a la notion de prix et la notion de financement. Mais il peut y en avoir plein d'autres. Par exemple, sur le déroulé d'un bilan de compétences, les étapes. Et donc voilà, donc l'idée ça va être de constituer un maximum de constituer une liste avec un maximum de formulations possibles. Après du coup vous pouvez vous aider de ces 3 outils là dont je vous ai parlé qui proposent des versions d'essais gratuites d'une semaine je crois, peut-être 14 jours pour l'un. Je vous laisserai regarder tout ça, mais du coup ça va vous permettre d'enrichir votre listing. Et puis ça va vous permettre aussi de récupérer des informations qui vont être très importantes. Quels sont les mots-clés qui sont le plus tapés? Est-ce qu'il y a une forte concurrence sur ces mots-clés? Et ça va nous aider justement à décider, parmi tous ces mots-clés, lesquels sont les meilleurs. Donc peut-être que sur la thématique bilan de compétences, le plus utilisé, c'est par le biais du service, c'est l'appellation en lien avec le service. Mais peut-être que sur un autre métier, on va plus utiliser, par exemple si je sais pas pourquoi je parle beaucoup d'hypnose, mais c'est un sujet que je connais bien. Sur le sujet de l'hypnose, on va peut-être pas parler d'hypnose, mais peut-être d'hypnothérapeute. Dans ce métier-là, on va peut-être davantage, les internautes vont davantage utiliser l'appellation par le biais du métier. Donc l'idée, ça va être, grâce à ces outils, de pouvoir définir lesquels mots-clés sont les plus intéressants pour nous. Ça va nous permettre ensuite d'aboutir à une réflexion, c'est de se dire si je veux me positionner sur 3, 4, 5 thématiques, parce qu'en fait ces mots-clés on va pouvoir les regrouper par thématique, effectivement là il y a des choses en lien avec le bilan de compétences en général, puis après il y a des thématiques spécifiques. Quel est le prix d'un bilan de compétences? Si je veux que les internautes me trouvent sur ce mot-clé prix bilan de compétences, il faut que j'ai une page dédiée à ce sujet-là dans mon site. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une page est égale à un mot-clé. Donc quand on veut viser des mots-clés qui sont trop différents d'un point de vue de l'intention de recherche, effectivement, un internaute qui va taper prix bilan de compétences, et dans une démarche où il se renseigne sur combien ça va lui coûter, il est beaucoup moins investi, beaucoup moins engagé que celui qui va taper bilan de compétences Niort, qui là est dans une démarche beaucoup plus commerciale, il va chercher, savoir qui peut répondre à son besoin. J'avais une question. Oui. Je vois sur mon site, par exemple, j'ai mis les prestations que je faisais regrouper sur une page. Alors, d'après ce que vous dites, il faudrait mieux faire plusieurs pages Exactement. Si on veut se positionner effectivement sur des différents mots-clés qui correspondent à différents services, c'est mieux d'avoir une page par service. On peut avoir une page plus générique qui présente brièvement les 4 ou 5 services, mais l'idée c'est que cette page redirige ensuite, par le biais de liens internes, vers des pages spécifiques qui vont se positionner sur une thématique particulière. Donc ouais, s'il y a un truc à retenir sur les mots-clés, c'est une page égale un mot-clé. On ne met pas 1001 mots-clés différents dans une page. S'il y a plusieurs sujets, ça justifie d'avoir plusieurs pages. Et du coup, il faut que tu aies exemple concret. À la boutique, j'organise aussi des ateliers do it yourself. J'ai sur mon site une page type à propos qui explique le principe de la boutique, mais du coup son principe en intégralité. Donc tu as un paragraphe sur les créateurs, un paragraphe sur ma marque, un paragraphe sur les ateliers et les événements. Et après j'ai ma page pour réserver les ateliers en ligne, mais là j'ai pas refait de contenu écrit, j'ai pas refait un paragraphe qui explique que j'organise des ateliers. En gros, il y a juste parce qu'en fait, tu es le dans module de une page réservation qui présente tous tes services, entre guillemets, et tu as une page de conversion.
Mais d'un point de vue SEO, ça peut fonctionner, hein, mais d'un point de vue purement SEO, si tu veux que les internautes te trouvent sur le mot-clé atelier DIY, il faut que tu aies une page dédiée à ce sujet. Ouais, il vaut mieux que, que moins ma présentation. en dire sur ta page à propos et faire un lien vers une page qui est très explicite et qui pour le coup est plus longue, que de vouloir tout réunir au même endroit. Ça marche. Il y avait une Ouais, autre donc ça fait question. beaucoup de pages quand même. Ça peut faire beaucoup de pages. Ouais, Alors, d'accord, parce que attention une page par produit, par exemple. Ouais. Quand tu appelles page, c'est les petits onglets potentiellement en haut de ton site. C'est vraiment une page, c'est-à-dire c'est une URL différente. Parce que quand je clique sur un de mes onglets, par exemple, je fais des thérapies de couple, thérapie individuelle, enfin, je l'ai bien dans la page d'accueil, je présente tout ce que je fais. Et après, tu as différents onglets. Oui, c'est pas forcément dans le menu. En fait, c'est pas forcément dans le menu. En fait, la question, c'est quand on clique sur le menu, est-ce que ça génère une URL particulière ou est-ce que tout est au même endroit? Parce qu'il y a souvent le système d'encre de lien, c'est-à-dire on clique sur le menu et on arrive par exemple au milieu d'une page. J'arrive pas sur la même page. J'ai une page d'accueil, quand je clique, ça m'ouvre. C'est une autre page. Donc là, c'est bien une autre page. Alors après, les URL, etc., j'ai pas spécialement. Bah, faudra regarder du coup si c'est bien une nouvelle page, mais je pense que oui. Et parce que les encres, parce que moi du coup je fonctionne beaucoup avec ça, ça va pas bon. Bah du coup les encres en fait ça va à l'encontre du principe d'une page un mot-clé parce que du coup ça t'emmène juste au bon endroit dans ta page. Ça fait pas que ta page elle parle que de ce sujet-là. Donc effectivement c'est une bonne technique d'un point de vue expérience utilisateur parce qu'on arrive tout de suite au bon endroit. Par contre d'un point de vue référencement c'est problématique, il vaut mieux avoir une page spécifique par sujet. Ok. Maintenant, je vous ai fait des checklists, enfin une checklist avec toutes les bonnes pratiques. Donc, danse, rassurez-vous, je vous enverrai le support. Je vois qu'il y en a qui prennent des petites photos. Je vais vous envoyer le support là, à l'issue de la formation, enfin de l'atelier. Je regarde juste quelle heure il est. 11h20. Ok. Bon, je vais essayer d'accélérer un petit peu. On va probablement déborder d'un petit quart d'heure. Du coup, je vous ai fait une checklist des bonnes pratiques et j'ai découpé en 3 parties. Notre pilier contenu, notre pilier technique et notre pilier popularité. On rejoint ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc dans les bonnes pratiques sur la partie contenu, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on rédige avant tout pour l'internaute. On crée un contenu qui est utile, qui est adapté à son client cible, qui est intéressant à lire. Donc du coup, on se concentre sur ce qu'on veut dire à l'internaute et on évite de créer du contenu purement SEO, c'est-à-dire ça sert à rien de blinder de mots-clés votre page, il faut que votre page elle soit intéressante à lire avant tout. Parce que Google, c'est de proposer des résultats qui soient pertinents par rapport aux mots-clés qui est tapé. Donc si c'est juste une liste successive de paragraphes qui sont blindés de mots-clés, en lecture c'est absolument désagréable et puis ça apporte rien. Donc on reste focus sur l'objectif premier, c'est d'écrire pour l'internaute. Souvent quand on crée un site web, on s'intéresse à la maquette, on valide une maquette, puis après on se dit ah alors là j'ai un bloc à gauche avec du texte et à droite une photo. Qu'est-ce que je vais raconter là-dedans? On essaye de prendre le problème dans l'autre sens. On réfléchit à ce qu'on veut dire dans notre page, on rédige notre contenu et après on le réalise graphiquement, pas dans l'autre sens, parce que sinon on fonctionne avec du contenu qui est généré histoire de boucher un trou. Et là du coup ça a plus le même intérêt pour l'internaute. Alors une petite question, du coup est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui en mettant des mots-clés de faire une demande et de fonctionner avec l'IA pour avoir un texte? On peut tout à fait utiliser l'IA, j'ai une partie justement sur ce sujet-là, j'y reviendrai, c'est en fin d'atelier. L'IA est un très bon outil si on l'utilise correctement, comme tous les outils finalement. Donc oui, effectivement, c'est une bonne piste. À condition que le contenu généré soit intéressant à lire pour l'internaute. S'il peut lire le même texte chez le voisin, aucun intérêt. Après, du coup, on va structurer les pages. Donc effectivement, on va hiérarchiser le site avec un menu de navigation. Donc on parlait tout à l'heure du menu en haut, le menu de navigation ou l'arborescence. L'idée c'est que ce soit clair pour l'internaute, que ce soit intuitif, qu'il sache si je clique là, je vais avoir ce type de contenu. Et puis on va rendre accessibles les pages les plus importantes. Donc effectivement, il ne faut pas qu'on ait de pages qui soient cachées, qui existent mais qui ne soient pas accessibles, soit dans le menu ou par le biais de liens internes. Donc il faut qu'on s'assure que toutes nos pages sont accessibles en 2-3 clics maximum. Pas que l'internaute il ait à chercher, faut lui simplifier au maximum la tâche. Et je vous ai mis un petit outil Glue Maps qui permet notamment d'aider
dans la création d'une arborescence. Voilà, quand vous voulez structurer un petit peu, vous êtes dans la réflexion d'une refonte de site ou d'une création de site. C'est un petit outil qui est assez visuel pour pouvoir justement dire je mets cette page à cet endroit-là, en dessous il y aura celle-là, etc. On va soigner le maillage interne. Ça présente un intérêt de mettre des liens du coup dans ton texte. Ouais, exactement, c'est le point juste après. Le maillage interne, c'est les liens, effectivement, qu'on peut faire de page en page. L'idée, effectivement, c'est de rendre accessibles nos pages aux internautes, mais on doit rendre accessibles des pages qui sont intéressantes pour lui. Ça ne sert à rien de mettre des liens vers toutes les pages en permanence. Si on parle d'un sujet, il faut qu'on réfléchisse à quelle est la liste des autres pages potentielles qui pourraient intéresser mes internautes. Donc si on était tout à l'heure sur le sujet d'une page de service, effectivement, on a une page de service très synthétique. Et puis, les liens utiles, c'est quoi? C'est le lien vers la page du service 1, du service 2, du service 3, etc. Et puis, on va faire attention aussi aux mots sur lesquels on place le lien, ce qu'on appelle les encres de lien. On évite de mettre des liens sur « cliquez ici »,« découvrez mon article »,« découvrez la page sur le sujet ». Il faut que les mots sur lesquels on mette le lien aient du sens par rapport à la page qu'il y a derrière. Si on redirige, si on souhaite envoyer l'internaute vers la page qui parle des cours de yoga, des cours de yoga pour enfants spécifiquement, du coup, il faut que le lien il soit placé sur le mot cours de yoga pour enfants, ou en tout cas yoga pour enfants, quelque chose de cohérent par rapport à la page vers laquelle on redirige. Ensuite, on va optimiser les balises. Alors là, je rentre dans un truc un peu technique. Là, ça va être spécifique selon l'outil que vous utilisez, mais il y a des éléments qui sont essentiels d'un point de vue SEO. C'est ce qu'on va appeler déjà les balises méta. Donc ça correspond, je vous donne les noms et après je vous explique à quoi ça correspond. Il y a 3 balises méta: title, description et slug. Je vous ai mis l'exemple juste en haut à droite, mais on ne voit pas très bien je pense, mais je vais vous l'expliquer. Le title, c'est le titre qui apparaît dans le moteur de recherche. C'est pas le titre qui est sur votre page, c'est le titre qui est sur le moteur de recherche. Ensuite, la description, c'est la petite phrase qui est en dessous. Et le slug, c'est l'URL de la page, donc juste au-dessus du titre. Ça, c'est des balises, c'est en gros les balises les plus importantes de votre page. Donc en fait, on doit retrouver votre mot-clé ici. Ensuite, on va avoir des balises qui vont nous permettre de structurer notre contenu. Ça, je vous inviterai à utiliser le petit outil Headingsmap, qui est une extension Chrome, pour regarder un petit peu, pour celles qui ont un site, comment c'est fait sur votre site. On va appeler les titres et les sous-titres des HN. C'est comme ça, c'est une balise. H. Il y a un H1, après il y a des H2, puis les sous-sous-titres, c'est des H3. Voilà, c'est comme ça. C'est un titre 1, titre 2, titre 3. Je vous inviterai à regarder. Souvent, c'est un petit peu le bazar sur cette partie-là. Parce qu'en fait, on ne fait pas attention, parce que tout simplement, on n'a pas connaissance de l'existence de ces balises. Et en fait, pour des raisons de web design, des raisons esthétiques, on va se dire, je veux que le titre il soit de telle taille, telle couleur, telle police. Ça tombe bien, par défaut, le titre 2, dans mon outil, il est de telle taille, telle police, telle couleur. Et du coup, on ne fait pas attention, mais quand on choisit un style dans notre outil, parfois, en fait, on va choisir un style qui correspond à une balise, un niveau de titre. Et du coup, c'est là où ça devient le bazar. En gros, c'est comme si vous, dans un document Word, vous structurez votre contenu avec des titres et des sous-titres. Dans vos titres, c'est un peu pareil. Et donc, du coup, je vous inviterai à regarder tout ça. Mais en gros, on a un H1, on a des H2, on peut avoir des H3 en dessous, mais on n'aura jamais un H3 si on n'a pas de H2 avant. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que ça va là-dessus? Je sais que c'est un peu technique. Ouais, c'est simplement des niveaux de titres, en fait. L'idée, c'est de rendre le contenu de votre page le plus clair possible pour l'internaute, avec des niveaux de titres et de sous-titres, et puis pour Google, pour qu'ils comprennent bien que, effectivement, on a un premier titre qui apparaît tout en haut de notre page, et le titre principal de notre page, qui est différent de notre title, et puis après, on va avoir des sous-titres pour introduire différentes parties, puis des sous-sous-titres, pour être encore plus précis. C'est un peu comme ça qu'on peut le résumer. Donc, ce que je vous disais, c'est que c'est intéressant dans une page spécifique à un sujet de venir mettre le mot-clé principal de la page dans les balises méta, dans le contenu. L'idée, c'est de ne pas tomber non plus dans la suroptimisation. On essaye d'intégrer les mots-clés le plus naturellement possible.
Ça n'a rien de le mettre à tout bout de champ à chaque phrase, c'est insupportable pour l'internaute. Et pour les robots de Google, ça présente aucun intérêt, voire ça va même vous desservir. Donc on l'utilise de façon, le mot-clé principal de chaque page, on l'utilise de la façon la plus naturelle possible. En gros, quand on lit la page, est-ce que c'est agréable à lire ou est-ce que c'est too much? Est-ce qu'il faut le mettre de nombreuses fois ou... Alors on va essayer de le mettre plusieurs fois, mais surtout dans les bons endroits. En gros, dans un paragraphe, ça a beaucoup moins de poids que dans un H2 ou Oui. dans un title. Donc l'idée, c'est notamment pour le mot-clé principal, c'est de l'avoir obligatoirement dans le title, obligatoirement dans le H1, et puis de temps en temps dans les H2. Sauf qu'on va revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les mots-clés. Vous allez identifier les meilleurs mots-clés, les meilleures formulations. Mais l'idée, c'est que dans votre page, vous allez utiliser aussi toutes ces autres formulations dans votre page. Donc, quand on parlait tout à l'heure du bilan de compétences, on va utiliser le terme bilan de compétences, on va utiliser le terme prix, le terme tarif, le terme financement. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un champ lexical qui soit assez riche dans votre page. Je vous ai mis un petit outil, 1.fr, qui est un outil qui vous permet notamment de vous aider à définir les mots du champ lexical. C'est pas toujours facile quand on rédige de trouver tous les mots qui sont en lien avec notre sujet. Alors je vous dis pas que cet outil est parfait, mais il est intéressant quand même. Vous pouvez piocher des informations pour venir enrichir votre contenu, pour être sûr qu'il soit assez riche. Excusez-moi, il s'appelle comment? 1.fr. 1.fr. Vraiment le chiffre 1. Ah oui. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'ajouter des FAQ dans vos pages. C'est un peu une technique facile pour placer des mots du champ lexical. Et puis le dernier point sur la partie contenu, ça sera de veiller à une bonne lisibilité du contenu. Donc lisibilité d'un point de vue purement graphique, mais aussi d'un point de vue rédactionnel. On évite d'avoir des phrases qui sont interminables, qui durent sur 3-4 lignes. Et puis on structure encore notre contenu. Cette fois on parle plus de balises, mais simplement pour la bonne lisibilité. On structure notre page avec des titres, des sous-titres, des listes à puces, des tableaux. Voilà. Toujours dans l'idée de simplifier la navigation et de la rendre la plus agréable possible pour l'internaute. Et est-ce que ça veut dire que ça optimise aussi le référencement, le fait de cette structuration? Tout à fait. Là, c'est toutes les bonnes pratiques pour optimiser le référencement. Sur la partie technique, la première règle, c'est d'offrir un design qui soit responsive et mobile friendly. En gros, que votre site s'adapte bien, qu'on soit sur ordinateur ou sur mobile. Aujourd'hui, la plupart des outils que vous utilisez, souvent, ils sont très bien faits. On n'a pas trop de doute là-dessus, mais c'est toujours bien de vérifier quand même. Ensuite, on essaye d'avoir un site qui soit sécurisé. Donc, il y a des anciens sites qui sont sur un protocole HTTP. Aujourd'hui, on voit que tous les sites sont sur HTTPS, etc. Donc, aujourd'hui, Google va favoriser les sites qui sont en HTTPS. Donc, comment vous faites pour vérifier? Je vous ai mis la petite photo à droite. Quand vous êtes sur un site, il y a un petit cadenas à côté. S'il est tout simple, c'est que votre site est sécurisé. S'il est barré, ça veut dire que votre site n'est pas sur le bon protocole. Donc, ça peut arriver pour des sites qui sont anciens. Garantir une navigation sans erreur, donc ça vous est probablement déjà arrivé quand vous êtes sur un site, vous arrivez, bam, erreur 404. Ça, c'est très inconfortable pour l'internaute, puisque Google va de toute façon s'intéresser à ce qui est inconfortable pour l'internaute. Et puis pour les robots de Google, c'est pas terrible non plus, parce que du coup, on a un lien qui est cassé. En tout cas, il y a une URL qui a existé à un moment donné, qui n'existe plus. Et du coup, on a un outil qui s'appelle Screaming Frog. Donc là, c'est pareil, je vous inviterai à regarder un petit peu, qui permet justement d'identifier les erreurs 404, les liens brisés, et puis de mettre en place ce qu'on appelle des redirections, c'est-à-dire quand je supprime une page, j'indique quelle est la nouvelle page qui traite de ce sujet, de manière à ce qu'il n'y ait plus d'erreur 404. Et puis ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, mais cette fois c'est un axe un peu différent, fournir un contenu unique. Voilà, publier des textes originaux, éviter le contenu dupliqué, ça rejoint ce qu'on disait sur l'IA. Et puis, du coup, l'idée, ça va être dans son propre site, d'avoir des contenus uniques, c'est-à-dire on ne réutilise pas les mêmes paragraphes sur différentes pages. Et puis, aussi un contenu unique par rapport aux autres sites qu'il peut y avoir sur Google. Donc là, Siteliner, c'est un petit outil qui vous permet justement de vérifier le pourcentage de contenu dupliqué. Alors forcément,
il va vous mettre un petit pourcentage parce que vous n'êtes pas seul à parler de votre thématique. L'idée, c'est simplement d'être en dessous des 20%. Forcément, quand on parle d'un métier, le voisin qui fait le même métier, il va parler à peu près des mêmes sujets. Par contre, il ne va pas l'écrire de la même manière. Donc, avoir du contenu dupliqué, c'est normal. C'est pas vraiment du dupliqué mot pour mot. Par contre, le dupliqué mot pour mot, ça, c'est interdit, c'est blacklisté. Et du coup, je suis déjà tombée plusieurs fois sur un site d'un photographe, par exemple, qui en fait duplique ses pages en changeant la localisation sur toutes ses pages. Donc sur toutes les villes. Et pourtant, il est hyper bien référencé, alors qu'elles sont à l'identique, ces pages. C'est ça. Donc en fait, on peut, tout dépend de la concurrence sur ces mots-clés-là. Si on avait un site qui se positionnait sur ces mots-clés-là avec des contenus uniques, il passerait devant. Par contre, s'il est le seul, effectivement, en faisant moins bien les choses, ça passe quand même. Merci Marie-Annelise. L'idée, ça va être, pour toutes les décisions, vous ne pourrez pas appliquer tout ça à 100%. L'idée, c'est de faire au mieux, de faire mieux que les concurrents sur les aspects les plus importants. Donc effectivement, là, sur le sujet du contenu dupliqué, ce site, ça passe parce qu'il est probablement très bon sur le reste. Et que la concurrence est forcément moins bonne sur le reste. Donc c'est une histoire de priorisation dans les critères. Ces trucs-là, ça peut fonctionner un temps aussi. C'est-à-dire au début Google, ah super, il y a une page dédiée à ce sujet-là sur cette ville-là. Et puis au fur et à mesure, il risque de disparaître. Parce que Google va comprendre en fait que c'est le même contenu que la page B, que la page C, que la page D. Donc ça peut marcher une courte période et ensuite perdre son intérêt. Et donc, excuse-moi, si je comprends bien, ce que tu préconises, ce serait encore une fois 2 pages différentes, parce que par exemple, moi, mon activité, elle est de villes différentes. Sur 2 villes, ouais. Donc, du coup, d'avoir une page La Rochelle, par exemple, une page Niort. C'est ça. Et ça, c'est toute la difficulté des personnes qui ont des activités sur 2 zones géographiques. Parce que sinon, on peut avoir si on n'a qu'une seule zone géographique, la page d'accueil, on la met sur la ville. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une page sur Niort pour toi et une page sur La Rochelle. Donc c'est là où on se creuse un peu la tête pour dire comment je crée des pages intéressantes à lire pour l'internaute, spécifiquement sur ces villes-là. On trouve des techniques, mais voilà, c'est un peu difficile ce genre de sujet. Donc il faudra voir justement pour pouvoir trouver un mot-clé spécifique pour ces pages et un mot-clé spécifique pour la page d'accueil. Okay. Donc là je reviens, je vous en remets une tartine, optimiser les balises méta, donc title, description et slug. Tu peux nous rappeler le slug? Le slug c'est l'URL. C'est l'URL de la page. Donc dans l'URL c'est pareil, on essaye de mettre des mots-clés stratégiques, pas d'URL à rallonge, surtout pas. Donc on essaie d'avoir une URL plutôt courte mais qui essaye d'inclure le mot-clé principal de la page. On évite les doublons, pas plusieurs fois la même métadescription sur différentes pages. Et puis évidemment des titles différents aussi. Et puis ensuite le dernier point qui est un gros point, c'est améliorer la vitesse de chargement de votre site. Donc là je vous inviterai à utiliser l'outil PageSpeed Insight qui est un outil de Google pour renseigner l'URL de votre site et il vous donne un score en fait de 0 à 100. 0 c'est que techniquement ça va pas, 100 c'est que c'est parfait. L'idée ça va être d'avoir, il fait le distinguo entre la vitesse de chargement mobile et la vitesse de chargement sur ordinateur. Parce que forcément un ordinateur n'a pas la même puissance de traitement. Donc souvent on peut avoir un site qui sur ordinateur est tout à fait dans les clous. Par contre sur mobile, parce qu'on a des images trop lourdes, parce que on a mis des animations partout sur notre site parce qu'on voulait que ça soit joli, voilà, en termes de chargement ça va être super lourd. Et du coup sur mobile, un mobile ayant beaucoup moins de ressources qu'un ordinateur, ça va être plus long en termes de chargement. Donc comment on améliore la vitesse de chargement? Je vous l'ai dit, en réduisant le poids des images, ça c'est le gros sujet. Avant d'importer une image sur son site, on vient la compresser, on la met au bon format pour qu'elle soit la plus légère possible. On met en place par le biais de plugins, donc d'extensions, notamment ces 2 outils, ce qu'on appelle le chargement différé. C'est-à-dire que le site il va charger au fur et à mesure de la navigation de l'internaute. On n'attend pas que la page soit entièrement chargée pour afficher le site. On va voir le début et puis en fait l'internaute il s'en rend même pas compte. Au fur et à mesure du scroll, notamment sur mobile, de la navigation, le site va charger au fur et à mesure. Ça c'est très apprécié par Google. Et puis après je vous ai mis des petites choses un petit peu techniques mais qui sont gérées aussi par ces deux extensions WordPress.
On allège les fichiers de code, donc là justement on essaye de ne pas en mettre des tartines sur des choses en lien avec le web design. Et puis on paramètre la mise en cache, c'est-à-dire que l'internaute qui est déjà venu sur notre site, il va mettre moins de temps. Merci et désolé pour la longueur. L'internaute qui est déjà venu sur notre site, il va pouvoir charger plus vite le site que la première fois, parce que l'ordinateur va enregistrer notamment par le biais cookie le site. Pour ce qui est de la popularité, je vais passer un petit peu vite là-dessus, c'est souvent le dernier pilier, donc on aura largement l'occasion d'en reparler. La popularité, c'est essayer d'obtenir des liens extérieurs qui pointent vers vos sites. Donc ça peut être des sites qui référencent les professionnels de votre métier, ça peut être des sites de partenaires, ça peut être des blogs, des influenceurs, etc. Donc l'idée, ça va être d'obtenir des liens d'autres sites qui pointent vers le vôtre pour lui donner en fait du poids. Merci, pas de souci. Vous envoyez Oui, je vais vous recontacter de toute façon pour vous envoyer le support, et s'il y a besoin d'approfondir, on le fera. D'accord. Merci. Merci, au revoir. Donc oui, sur la partie acquisition de liens externes, l'idée ça va être d'avoir un maximum de personnes qui puissent parler de vous. C'est un peu comme le bouche à oreille dans la vraie vie. Quand on parle de vous, forcément ça vous donne de la visibilité en vrai. Sur le web, c'est un petit peu la même chose, c'est d'essayer d'avoir des liens qui pointent vers votre site. Exploiter la puissance des réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé. Tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux a du poids sur le référencement, à condition de faire des liens réguliers de vos réseaux sociaux vers votre site. Quand je dis des liens réguliers, c'est pas forcément des liens vers votre page d'accueil. C'est des liens vers la page de service 1, la page de service 2, la page de service 3. C'est des liens, si on a un blog, vers l'article truc bidule, l'article qui parle d'un autre sujet ou autre. Est-ce que ça veut quand même dire que chercher du client, parce qu'on est sur le principe, et se faire connaître que grâce aux réseaux sociaux, ça suffit pas. On est vraiment sur le fait d'avoir un site. C'est pas que ça suffit pas, c'est que on se ferme des portes forcément. Mais voilà, non, mais c'est juste un arbitrage qu'on peut faire. Une bonne stratégie. Ça peut être très bien de faire que des réseaux sociaux. D'accord. Si on a suffisamment grâce aux réseaux sociaux. Oui, mais qui sera pas assez optimisé, qui serait plus optimisé si on avait quand même un site. Tout à fait. Ok, effectivement. Et puis ça dépend de l'âge de la cible aussi. C'est ça. Oui. Faut aller chercher les internautes où ils sont, les réseaux sociaux, c'est surtout des gens qui nous connaissent. Et puis optimiser le SEO local. Donc là, on va parler effectivement de votre fiche Google Business Profile. L'idée, ça va être de retrouver dans cette fiche vos mots-clés. On y revient. Vous avez pour la plupart déjà une fiche qui est créée. L'idée, ça va être en fonction des mots-clés que vous avez identifiés dans votre stratégie, de les utiliser aussi dans votre description, dans la réponse aux avis que vous pouvez faire parfois. Essayez de replacer un maximum de mots-clés de façon régulière. Évidemment, la collecte d'avis, ça participe à développer votre visibilité puisqu'il se passe régulièrement des nouvelles choses, et puis ça alimente aussi le réservoir de mots-clés de Google, puisque du coup, les internautes vont formuler d'une manière spécifique leurs avis. Voilà pour la partie popularité. On va terminer rapidement sur les dernières tendances du SEO en 2025. Effectivement, on va commencer à en parler, l'intelligence artificielle. On pourrait tous demander à ChatGPT par exemple de créer un site optimisé, d'avoir toutes les bonnes pratiques. Sauf qu'en fait c'est un petit peu plus complexe que ça. Google aujourd'hui détecte les contenus qui sont générés par intelligence artificielle. C'est pas un problème à condition que le contenu soit intéressant pour l'internaute. Par contre, si c'est des contenus générés en masse, comme je vous disais tout à l'heure, merci, générés en masse et qu'on peut retrouver le contenu quasiment identique sur le site voisin, aucun intérêt. Donc on peut utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider, par contre il ne va pas remplacer toute la réflexion qu'on aura faite avant sur les mots-clés, toute la réflexion qu'on aura faite sur l'arborescence. Par contre, si on lui donne toutes les conclusions de nos analyses et qu'on lui demande de rédiger un contenu plus ou moins adapté, ça peut créer quelque chose d'assez qualitatif, à condition de repasser dessus, c'est-à-dire qu'on relit évidemment, parce que ChatGPT, pour ne pas le nommer, il fait des erreurs, il peut vous dire des grosses conneries, il peut inventer des choses, il peut dire des choses fausses. Donc effectivement on relit. Dans la formulation, c'est pas très humain, c'est pas très chaleureux.
Donc on peut utiliser l'IA comme un outil, mais il ne nous remplace pas sur toute la création de notre site. Je vais vous parler de 2 derniers points. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais vous verrez peut-être notamment sur LinkedIn, on parle aussi de GEO et de SXO qui viendraient remplacer le SEO. Ça serait la nouveauté, truc nouveau, voilà. Bon, c'est du marketing, hein, clairement. En fait, le GEO, ça serait le fait d'adapter ces contenus pour faciliter le traitement justement par des IA, de manière à ce que les IA puissent utiliser votre contenu afin de répondre à la requête de l'internaute. En fait, si vous créez un contenu qui est déjà bien fait pour l'internaute, bah, il est déjà largement lisible en fait pour les IA. Donc, notamment Google est en train d'expérimenter le fait d'avoir dans le moteur de recherche tout en haut directement une réponse issue des sites qui seraient cités juste en dessous. Bon, bah, si votre site il est bien rédigé pour l'internaute, il sera tout à fait lisible par les IA. Et puis il y a un dernier truc qui est un peu à la mode aussi, c'est ce qu'on appelle le SXO. Donc ça serait le SEO dont je viens de vous parler aujourd'hui, associé à l'UX. Donc l'UX, c'est l'expérience utilisateur. Ça veut dire qu'on se concentrerait sur améliorer l'expérience utilisateur, donc la navigation de l'internaute sur votre site, qu'on viendrait ajouter au référencement naturel. Sauf que le référencement naturel, comme je vous l'ai dit, il inclut déjà l'UX. Donc en fait, c'est purement du marketing pour vous dire c'est la nouveauté, pour attirer votre attention, mais en fait, ça n'existe pas, clairement. Donc en résumé, l'IA renforce l'importance de produire des contenus fiables et de qualité. Le GEO et le SXO, ce ne sont pas des révolutions, mais en fait c'est des extensions logiques des bonnes pratiques SEO. Et puis il faut rester concentré sur l'expérience utilisateur. Voilà pour ma petite présentation. Donc rapidement, après je vous laisse tranquille. Je suis désolée, j'ai plein de choses à vous dire. Moi ce que je voulais vous proposer en fait, j'ai conçu un programme de formation, enfin d'atelier, un petit peu comme on a fait aujourd'hui. Sur toute l'année 2025. L'idée c'est de prendre un petit peu une bonne résolution et de se dire bah voilà, je m'engage en gros sur cette année 2025 à travailler sur le référencement de mon site. Et donc j'ai imaginé un rendez-vous par mois, donc ça se passe sur 2 slides, hein. Un rendez-vous par mois pour travailler sur tous les aspects du SEO qu'on vient de balayer aujourd'hui. Donc là je vous ai sensibilisé à plein de choses. L'idée c'est d'être un peu accompagné parce que vous l'avez vu, c'est quand même assez dense, assez complexe. Donc j'ai prévu un atelier par mois qui sera sur 2 heures. Et là, on sera beaucoup plus dans le concret. C'est-à-dire que déjà, on sera limité à 10 personnes. Vous aurez tous vos ordinateurs. Vous aurez tous vos ordinateurs et on va parler concrètement de vos sites respectifs. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez utiliser les outils, je vais vous donner mon regard. Enfin voilà, c'est rien à voir en termes de format avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc simplement, d'un point de vue tarification, c'est 60 € TTC pour un atelier de 2 heures. Ou si vous prenez le pack complet, et moi je vous conseille de prendre le pack complet parce que si on fait un petit bout, bah, on ne récoltera pas tous les bénéfices de tout ce qu'on peut faire en termes d'optimisation sur son site. Bah, vous bénéficiez d'un atelier offert, tout simplement. Pauline, s'il y a une date où on ne peut pas être disponible, comment... Alors du coup, les dates, l'idée c'est que ça va être elles sont calées, mais on est tout à fait, on peut s'adapter aux gens. Et surtout après, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on va filmer aussi les ateliers, puis je peux proposer peut-être un petit rendez-vous individuel spécifique. Faudra pas le faire tous les 3-4 matins, évidemment, mais voilà. Donc voilà pour ce que je vous propose. Pauline, ouais. C'est valable, cette formation, ou en tout cas mise en pratique, est valable si on a un site internet ou si on n'a pas de site internet? Alors, 2 choses, pour les deux déjà. Sauf que si on n'a pas de site internet, on va sauter le premier. Le premier, c'est un diagnostic de notre site actuel. Okay. Donc, simplement, c'est la seule différence. On saute le premier, ça tombe bien, il y a un atelier offert si on prend tout. Et donc du coup, on va pouvoir passer tout de suite au second qui sera sur la stratégie de mots-clés. Si vous voulez en savoir plus, on pourra prendre un temps. Et je terminerai simplement... Merci. Oui, c'est la dernière. Si le format n'est pas forcément adapté, que ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous pouviez attendre d'une presta SEO, vous n'avez pas le temps, pas envie de gérer tout ça, c'est trop complexe, ça vous saoule, vous n'aimez pas le site internet, voilà, ça vous saoule en fait. Je propose la prestation sur mesure, c'est-à-dire que je vais faire à votre place, entre guillemets. J'aurai besoin de vous évidemment, mais je vais faire à votre place. Si vous avez, si vous avez besoin d'un petit peu plus de cadre, d'être un peu plus accompagné en dehors des ateliers,
ou même carrément, enfin avec les ateliers ou même carrément en dehors, on peut faire du coaching individuel. Donc là, c'est 80 hors taxes par séance pour un pack. Comment? C'est 2 heures toujours les Non, séances là 1 heure là du coup. Avec un pack de 9 séances, mais en fait, on va reprendre le même programme que le programme de 2 heures, sauf que là, on est tout seul, effectivement. Et puis un dernier point, c'est si vous avez cette fois une autre problématique, c'est j'ai pas de budget, ce qui est tout à fait possible quand on est dans une création d'entreprise. Moi je travaille en partenariat avec un organisme de formation qui s'appelle WebMyDay, qui propose du e-learning et des coachings. Donc il y a 8 séances de coaching associées à toute une partie théorique en lien avec le SEO. Et donc cette formation elle est finançable CPF, donc ça peut être intéressant aussi de travailler votre SEO par ce biais-là. En tout cas, si vous avez des contraintes budgétaires, ça peut aussi prêter. Donc voilà. C'est pas forcément sur une année en fait, si on prend cette là c'est sur 2-3 mois. Oui. Donc c'est un mode accéléré en plus. Aussi, c'est ça. Donc là, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas envie, et c'est en mode aussi accéléré, parce que du coup, là, on est sur 2-3 mois aussi. C'est toi qui bosses. Et c'est moi qui bosse. Alors j'ai quand même besoin de vous, mais c'est beaucoup moi qui bosse. J'ai besoin de plus de cas, voilà, j'ai besoin d'être vraiment pris en charge. Là du coup c'est pareil, on s'adapte à votre planning. Moi je me rends dispo. Ça peut être une séance par semaine par exemple sur 2-3 mois aussi. Et puis la formation, là c'est sûr, c'est 3 mois. Voilà un petit peu comment ça se passe. Dans la formule besoin de plus de cadre, quand tu as un site, tu analyses en fait les problématiques de départ et ce qu'il faut améliorer. En fait, on va reprendre exactement le même déroulé que ce qui est proposé dans un atelier, sauf que là, on est forcément en one-to-one, donc c'est beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus adapté, et on se concentre vraiment sur votre cas particulier. Sur l'atelier, on reste 10, donc je peux forcément passer moins de temps sur votre cas particulier. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir le programme de formation sur 1 an, et de temps en temps, en fonction des besoins, si voilà, je rencontre des problématiques spécifiques, je suis un peu bloquée sur ce point-là suite à l'atelier 4 par exemple, là on prend une séance pour venir approfondir ensemble. Ça peut être une piste aussi. Et là, celui du milieu, c'est obligatoirement le pack de 9? Non, ça peut être à la séance. Par contre, la séance elle est à 95 € hors taxe, et du coup, le problème, c'est que du coup, on va faire 1 heure. Vous avez vu tout ce qu'il y a à faire. Donc en fait, il faut être quand même honnête sur le SEO, c'est du travail, c'est quand même un investissement. Vous avez vu tous les sujets qu'on a balayés, c'est pas en 1 heure qu'on va balayer tout ce qu'on a à faire sur notre site. Donc souvent il faut au moins 8-9 séances, alors soit 8-9 séances en mode coaching personnalisé, soit en mode atelier. Et là on peut passer dans le top 3 Encore une fois, si tu as bien retenu, ça dépend du mot-clé. Mais l'idée. Si c'est toi qui le fais. Bah oui, parce que je vais penser au bon mot-clé. Je vais choisir le bon mot-clé. Donc si on prend la première formule, on est numéro 1. Ça dépend du mot-clé. Mais on est en page 1, c'est sûr. Oui, sur les mots-clés intéressants. En page 1, c'est déjà. Nous, tu vois, la marque, elle est en 7ème position sur la page 1. Oui, mais quel mot-clé? Je sais pas. C'est ça qui est important, c'est vraiment ça qu'il faut que vous reteniez, c'est sur quel mot-clé. Est-ce que ces mots-clés là, tu vois, pour les chercher, il faudrait qu'on se mette à la place du client, de l'internaute, et de se dire ok, tiens, moi je suis un Et donc ça reprend un petit peu le déroulé que je vous ai mis tout à l'heure, c'est-à-dire l'internaute il peut le formuler en parlant du métier, en parlant du service, c'est ça, du besoin. Pour les trouver, c'est de se dire pas partir de soi, mais si j'étais un internaute lambda, comment je chercherais et comment... Et du coup, au niveau des mots-clés, il y a des bonnes pratiques short tail, long tail, Ouais, alors donc là, short tail, long tail, en gros, c'est est-ce que c'est un mot-clé court ou un mot-clé long? Forcément, quand on est sur hypnothérapeute, par exemple, ou photographe, c'est un mot-clé qui est très très concurrentiel et qui est très généraliste. Trop généraliste, parce que quand on cherche photographe, on va avoir en fait des fiches métiers pour devenir photographe. On va éventuellement avoir une définition de ce qu'est le métier de photographe. Donc ces mots-clés-là, les très courts, sont pas intéressants. Au bout de 2 mots, 2-3 mots, ça commence à devenir photographie, boudoir, Niort. Là, c'est intéressant. Et après, on va avoir effectivement ce qu'on appelle de la longue traîne. Donc là, c'est des mots-clés qui vont être de 4-5 mots. Par exemple, je vous l'avais tout à l'heure, bilan de compétences, faire un bilan de compétences avec le CPF. Là, on est sur de la longue traîne. Donc il y a beaucoup moins de gens qui vont l'utiliser, ce mot-clé-là, parce qu'il est long et il est très précis. Par contre, si vous l'identifiez bien, il est hyper qualifié pour vous, parce que vous choisissez celui qui correspond pile poil à ce que vous proposez. C'est un peu un pari du coup, parce qu'il y a moins de personnes qui... Ouais, mais du coup, c'est plus facile de se positionner plus vite. Donc l'idée, ça va être d'identifier effectivement des mots-clés qui vont être un peu plus concurrentiels
sur lesquels on va mettre peut-être un peu plus de temps, et d'avoir aussi des mots-clés longue traîne, donc des mots-clés longs, sur lesquels ça sera plus rapide de se positionner et plus facile. Et pour le référencement global de notre site, pour Google, ça a un intérêt, ça, que même sur peu de personnes, on soit En fait, Google, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un expert de chaque métier. Donc, plus on va avoir un site complet, notamment avec un blog, on en parlait tout à l'heure, un blog dans lequel voilà, on alimente avec des articles sur des sujets précis. Ces articles, ils répondent notamment à des mots-clés très longs, ou des mots-clés plus courts, mais sur des sujets spécifiques. Bah, effectivement, avoir un blog, on rédige un article par mois, par exemple. C'est un vrai job. C'est qu'on est tous des entrepreneurs solo. Faut une équipe de 10 qui va faire d'agir là-dessus si on voulait une visibilité nationale, mais pour du local, c'est un peu une perte de temps, ces histoires de blog. Alors non, oui et non, parce qu'effectivement sur le blog on va viser des mots-clés qui sont, merci. Sur les blogs on va avoir des mots-clés qui vont être spécifiques sur un sujet très précis. Donc on répond à une requête qui peut être nationale parce qu'effectivement on ne parle pas d'une localité géographique particulière. Au revoir. Merci, au revoir. Pour ce qui est... Je vais arrêter là après je vous laisse tranquille. Merci, à bientôt. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Pour ce qui est de la requête locale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a l'internaute qui va écrire la ville dans son mot-clé, et il y a l'internaute qui va écrire un mot-clé générique, notamment, par exemple, je sais pas, un exemple d'article de blog. Oui, performance sportive. Voilà, pourquoi la naturopathie est idéale pour la performance sportive, est une aide pour la performance sportive. Et ben, du coup, là, on est sur un sujet très spécifique, mais l'internaute qui est en local, il peut taper ce mot-clé générique, mais parce que son adresse IP est localisée à Niort, bah, il va proposer ton résultat, plutôt qu'une enseigne nationale. Donc, on n'a pas forcément la vision du nombre de personnes qui vont se taper ce mot-clé à Niort, spécifiquement, ou à La Rochelle. Par contre, celui qui va le faire, eh ben, on va lui proposer ton résultat avant celui des groupes. Donc ça a un double intérêt. Est-ce que, du coup, moi, par exemple, j'anime une chronique radio. Et j'avais pour projet d'envoyer vers le site global où tous les podcasts, on retrouve tous les podcasts sur tous les thèmes. Mais je me dis en entendant ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à ce que sur ma page dédiée au podcast, je note tous les titres des podcasts avec le petit résumé et renvoyer individuellement. Est-ce que tu peux me reformuler, excuse-moi, je suis pas sûre d'avoir bien compris ta question. Ma question c'est, est-ce qu'il vaut mieux que sur ma page dédiée à mon podcast, je donne les titres de chaque émission, entre guillemets, avec le lien qui correspond à cette émission, ou est-ce que je fais un renvoi global en disant je fais un podcast sur cette radio, voilà le lien? Ça dépend en fait encore une fois du mot-clé que tu vas viser. Est-ce que tu vas chercher avec cette page à te positionner sur le mot-clé podcast, rappelle-moi t'es naturopathe. Podcast naturopathie, bah là t'as qu'une page, t'as pas besoin d'avoir 1001 pages. Par contre, si tu veux te positionner sur un mot-clé qui correspond au sujet de ton podcast, c'est des sujets qui sont en lien avec mon activité un peu plus spécifique. Je vais plutôt prendre le truc dans l'autre sens. Moi, en fait, ce que je trouverais intéressant, c'est d'avoir un blog sur ton site et que dans ce blog, tu aies des articles de blog qui traitent notamment des sujets que tu vas évoquer en podcast, de manière à ne pas faire le travail 1000 fois. C'est-à-dire que quand tu travailles une thématique, tu travailles le contenu de ton podcast, en même temps, tu travailles le contenu de ton article de blog. Tu crées un article de blog, tu as un lien vers ton podcast qui correspond au sujet et tu réutilises le même contenu. Tu le réadaptes un petit peu, mais du coup, tu fais le travail qu'une fois. Je prendrais un peu dans ce sens-là. En fait, il faudrait trouver le mot-clé qui correspond au sujet de ton podcast pour créer un article de blog spécifiquement sur ce sujet. Ok. Bon, du coup, désolé, c'était un peu dense. On va 1h30 pour la prochaine fois. 1h30. On a passé un peu de temps au début pour se présenter, donc forcément, quand on est 20, ça prend un peu de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer par mail, du coup, j'ai tous vos mails, puisque vous êtes toutes inscrites sur le site de Joom, le support de présentation. En fonction de quand j'ai le temps de le faire, peut-être le replay, s'il n'est pas trop mal, si on entend bien. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Et puis si vous avez besoin qu'on rééchange de vos problématiques spécifiques, avec plaisir, vous aurez mon mail du coup.
Bon, je vais le faire. Donc vous êtes Merci. en permanence ici? Moi, je suis en permanence chez Joom. Après, c'est un peu risqué de vous dire je me pointe et j'espère qu'il y ait Pauline. Normalement, je suis là 5 jours sur 5, mais bon, je peux avoir des rendez-vous comme tout le monde. Donc, le mieux, c'est qu'on se fixe soit un petit échange en physique ici, soit un échange téléphonique pour reparler de vos problématiques spécifiques.